Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes le 24 novembre, mardi, et on vous accueille sur Zoom donc pour ce webinaire l'IA et la 5G, un potentiel à exploiter. Donc une présentation de encore 5G de Prompt de l'ADRIC RCTI et de l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval, réalisé avec la collaboration de Bentley Systems, CAE, Thales et Sienna. Je m'appelle Raymond Poirier. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à cette occasion et pour échanger autour justement de ces enjeux et de ces avancées technologiques qui, ma foi, font office d'incontournables de plus en plus et dont on parle également de plus en plus depuis les dernières années, depuis les derniers mois, depuis les dernières décennies, selon les cas, évidemment. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et on le dit d'entrée de jeu, donc ce qui sera discuté au fil de cette activité, on s'intéressera à l'impact qu'aura le déploiement de la 5G sur la recherche et l'innovation quant aux technologies liées à l'intelligence artificielle et à la valorisation des données, aux possibilités que la 5G va ouvrir pour le déploiement de systèmes d'intelligence artificielle, aux enjeux, aux défis que les concepteurs de solutions devront faire face et devront surmonter dans l'élaboration de technologies. De quelle manière on imagine également un futur de l'intelligence artificielle à capacité 5G? Alors, au fil de la prochaine heure et demie, on aura 5 conférenciers et conférencières d'exception qui apporteront réponses et perspectives autour de ces questions. Et essentiellement, tout est dans le titre, adresseront le potentiel à exploiter entre le croisement de l'IA et de la 5G, de la science des données et des nouvelles technologies de télécommunication. Alors donc, un webinaire qui se déroulera en 3 temps. Alors, dans un premier temps, ça sera donc vraiment en format panel. Donc, les différents participants, participantes échangeront entre eux autour de différentes thématiques, autour de différentes questions. Donc, l'idée étant de poser, si on peut dire, les bases du débat et de la réflexion. Ensuite, on aura 10 minutes de présentation qui nous ramènera vers encore 5G, un rappel des tenants et des aboutissants de ce programme transformateur. Et dans un troisième temps, vous aurez eu l'opportunité d'amener peut-être des sujets, des thématiques, des questionnements sur lesquels vous aimeriez entendre les différents panélistes. Alors, ce sera l'opportunité à ce moment-là de les partager par le biais du clavardage pour les amener à la discussion. Alors voilà, donc pour notre horaire. Alors, en espérant évidemment que tout ça sera riche, nous en sommes certains en fait avec les pages et les pages d'idées et de réflexions qui sont amenées par nos conférenciers et conférencières, je crois bien que ça va être une activité qui va être fort riche en discussion. Alors, si vous voulez avoir évidemment une meilleure vision en fait de l'écran, donc puisque nous sommes sur Zoom, donc ce qu'on vous recommande, c'est de choisir l'affichage intervenant. Donc, vous aurez simplement à l'écran directement la personne qui parle autour de tout ça. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes plus d'une centaine d'ailleurs présents à ce webinaire. Donc, ça nous fait plaisir que vous ayez répondu nombreux à cette invitation, nombreux et nombreuses. Alors, je n'en dis pas plus et je commence tranquillement à céder la parole aux panélistes. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que pour l'introduction, donc tour à tour, chacun des 5 panélistes aura quelques minutes pour présenter quelques réflexions qui sont les leurs autour justement des liens entre l'IA et la 5G. On s'est dit que ça mettrait également la table pour les discussions qui vont suivre. Alors, pour ouvrir le bal, j'inviterai à ouvrir son écran. Donc, Christian Gagné, qui est directeur de l'Institut Intelligence et Données à l'Université Laval. Il est également professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université depuis 2008. Il détient une chaire en intelligence artificielle Canada CIFAR. Il est membre de multiples regroupements de chercheurs, que ce soit MILA, que ce soit le Centre de recherche en données massives, Réparti, le Centre Vitam, ou encore l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Ses intérêts de recherche portent sur l'élaboration de méthodes pour l'apprentissage machine et l'optimisation stochastique. En particulier, il va s'intéresser au réseau de neurones profonds, à l'apprentissage et au transfert de représentation, au méta-apprentissage, à l'apprentissage multitâche ou encore à l'apprentissage avec peu de données. Alors, Christian Gagné, je te laisse la parole. Merci, Raymond. Donc, moi, peut-être en entrée de jeu, vous présenter un peu le positionnement qu'on a à l'Université Laval puis dans la Ville de Québec en général. C'est qu'on a une approche vraiment de IA qui est dans le monde physique, qui est incarnée au niveau de son environnement, de traiter de la mesure qui vient du monde physique. Puis ça fait un peu opposition au développement qu'on a vu en intelligence artificielle dans les 10 dernières années, qui ont été beaucoup alimentés par les géants du web, par les Google, Amazon, Facebook et compagnie,
qui, elles, se sont développées dans un environnement, je dirais, du tout numérique, où on avait vraiment, c'est des approches logicielles qui évoluent dans des réseaux sociaux, dans des engins de recherche qui sont entièrement numériques. Puis ça, on a accès à une très grande quantité de données, puis c'est un peu naturel que ce soit là que ça allait émerger. Mais il y a une autre façon de faire de l'IA qu'on voit arriver, qu'on a vu quelques exemples, mais je pense qui va se déployer dans un horizon de 5-10 ans, qui est un peu plus, qui est un peu plus profonde dans nos façons de faire, parce que ça va être l'IA qui va être incarnée dans le monde physique, où là, dans les environnements vont être plus intelligents. On pense aux véhicules autonomes qui s'en viennent. On a déjà certaines choses qui sont disponibles maintenant, mais ça va se développer de plus en plus. On peut voir les questions de ville intelligente où là, la ville va comprendre des systèmes qui sont instrumentés. Puis la vision que j'ai de ça, c'est qu'il y a vraiment une convergence intéressante entre la vision numérique, la robotique, toutes les questions de logistique, d'industrialisation, Industrie 4.0, la géomatique, les données géospatiales, la disponibilité de données dans son environnement. Bien, avec toutes ces notions-là, si on fait converger ça, on tend vers des exemples d'applications de technologie où l'intelligence artificielle va vraiment valoriser, va permettre de faire des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué de faire. C'est vraiment une évolution du numérique où on va avoir de l'instanciation de l'intelligence dans plusieurs dispositifs distribués dans des environnements physiques assez vastes, assez près des gens ou des choses d'intérêt. Puis dans ce contexte-là, la 5G joue un rôle très important. Le réseau de communication en général, on peut parler de la fibre optique aussi qui est très intéressante pour connecter certains dispositifs bien implantés, mais à partir du moment qu'on a des dispositifs qui sont peut-être plus éloignés, pas nécessairement aussi accessibles que ça, qui sont mobiles, la 5G joue un rôle important parce que ça s'avère être le système nerveux de notre système intelligent. Si on fait une analogie avec l'intelligence biologique, il y a un système nerveux qui connecte toutes nos entités entre nous. Mais la 5G, c'est un peu le système nerveux qui va faire le lien entre les dispositifs, qui va permettre un déploiement puis l'avènement d'une forme d'intelligence artificielle, on pourrait dire l'intelligence artificielle incarnée qui est implantée dans son environnement physique. Voilà. Alors, ça met les bases. Merci beaucoup, Christian Gagné. Alors, deuxième introduction, on passe maintenant à Caroline Pernel, qui est consultante et conférencière en intelligence artificielle. Pardon, à Alexandre Vallière, désolé, je me suis trompé dans mon propre ordre du jour, c'est dire. Alors, on passe maintenant à Alexandre Vallière, donc, qui est directeur en IA appliqué chez Bentley Systems. Il œuvre au sein de cette organisation depuis 2018. Auparavant, il a fait fonder AIWorks en 2011, où il agissait à titre de vice-président responsable de l'élaboration de la stratégie d'entreprise ou encore du développement de produits en intelligence artificielle. Détenteur d'une maîtrise en physique et d'un MBA, M. Vallière cumule plus de 15 ans d'expérience en ingénierie système et en gestion de projets complexes dans le domaine des hautes technologies. Alors, Alexandre Vallière, je vous laisse la parole pour l'introduction. Merci beaucoup, Raymond. Donc, chez Bentley, on voit un petit peu la 5G, l'IA, l'IoT à travers une lentille qui est celle de l'infrastructure, étant donné que c'est les marchés qu'on dessert. Et puis, comme le mentionnait récemment le World Economic Forum, la valeur entrevue pour la 5G est énorme. 13,2 trilliards de dollars d'ici 2035. Il a fallu que je google trilliards pour voir le nombre de zéros et me faire une idée de ce que ça pouvait vouloir dire comme valeur. Mais on pense effectivement qu'une grande partie de cette valeur-là va être liée avec l'infrastructure ultimement. Puis, mes pensées par rapport à ça rejoignent beaucoup celles de Christian. Donc, aujourd'hui, on pense que la valeur va se matérialiser autour de l'IA et de la 5G de la façon suivante. Donc, jusqu'à tout récemment, l'IA était concentrée au niveau de l'info nuagique à cause des capacités de calcul, de l'énergie, également des technologies qui sont disponibles au niveau des objets. Mais tout récemment, donc, on voit l'apparition d'une nouvelle forme, si vous voulez, d'intelligence qui est plus proche des objets, ce qu'on appelle le Edge AI. Donc, les objets deviennent en eux-mêmes intelligents, sont capables de traiter leurs propres données et nous donnent une information situationnelle qu'on n'avait pas auparavant. La 5G, comme le disait Christian, devient un petit peu le lien entre tout ça. Puis, on pense de notre côté que ça va vraiment faire tomber les barrières entre le monde physique et le monde virtuel. Et ça, en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc, la capacité de représenter le monde réel dans le monde virtuel et de faire parler finalement ces deux mondes-là, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Et puis, chez Bentley, du moins, c'est le pari qu'on a fait, que le jumeau numérique va devenir central en création de valeur au niveau de l'infrastructure. Puis, les promesses qui sont amenées sont énormes. Donc, on va parler effectivement d'usines intelligentes,
peut-être qu'il y en a d'autres qui vont en parler aujourd'hui. Mais la promesse, donc, c'est qu'on peut atteindre jusqu'à 20 d'amélioration de productivité au niveau des opérations et de la maintenance. Dans d'autres domaines, comme les villes intelligentes qui ont été mentionnées par Christian aussi, bien, on voit poindre aussi la réalisation de la promesse de la ville intelligente en termes de résilience, de développement durable, de mobilité intelligente, mais aussi en développement de qualité de vie par rapport aux humains. Donc, on a les humains qui sont capables de transmettre l'information, mais l'environnement qui va aussi transmettre l'information aux humains. Et tout à coup, on se retrouve dans un monde où l'environnement peut s'adapter à l'humain plutôt que l'inverse. Dans le domaine de la construction, encore une fois, ben, des gains d'efficience qui sont importants, jusqu'à 75 d'évitement d'erreurs, mais aussi 75 de réduction des pertes de matériaux sur les chantiers de construction et bien d'autres avantages, évidemment. Puis ça, c'est juste quelques exemples, évidemment, dans les domaines qu'on traite. Et de notre côté, ce qu'on a hâte de voir en termes de recherche, parce que c'est beau toutes ces applications-là, mais il y a encore un bout de chemin à faire avant de s'y rendre. Je pense qu'il va falloir travailler fort sur faire tomber les barrières entre les formats de données. Donc, il va falloir être capable d'interpréter la 3D, la 2D, le texte, l'audio, mais que toutes ces informations-là, finalement, fusionnent et nous donnent une représentation globale de la réalité. Ce qu'on appelle le Tiny AI, donc l'introduction de modèles à l'intérieur des objets en tant que tels, de nouvelles façons d'apprendre aussi, donc l'émergence de ce qu'on appelle le lifelong learning. On va aussi, tout ça va nous permettre aussi de passer d'une optimisation qui se voulait jusqu'à présent locale, donc objet par objet, par exemple, ou application par application, puis une application d'optimisation qui est beaucoup plus systémique. Donc, les objets étant capables de se parler entre eux et les humains étant capables de parler aux objets, on pense qu'on va voir une augmentation, effectivement, des opportunités en optimisation. Et tout ce qui s'appelle interface. Donc, être capable de... Je nous vois déjà être en train de parler, finalement, avec notre environnement et notre environnement nous dire ce qui se passe et nous donner des indications sur comment est-ce qu'on peut faire, finalement, pour profiter optimalement de ce qui se passe autour de nous. Eh bien, tous ces sujets de recherche pour nous sont des sources de motivation et de curiosité vraiment importantes. Alexandre Vallière, merci beaucoup. On passe maintenant donc à Caroline Pernel, qui est consultante et conférencière en intelligence artificielle et en éthique. Elle travaille sur de multiples projets autour de l'intégration et de l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. Elle est également mentor pour Techstar AI et Thunderfuel. Elle a œuvré au sein ou auprès de Dassault, d'Ivado, de Montréal International, de La Rochelle Groupe Conseil, pour ne nommer que ceux-ci parmi les grandes sociétés aéronautiques, les leaders de l'industrie et les gouvernements auprès de qui elle a travaillé. Elle est aujourd'hui stratège en intelligence artificielle pour CAE, où elle travaille à la fois sur les thèmes de l'aviation civile, mais également en lien avec des questions rattachées au développement de projets en intelligence artificielle liés au domaine de la santé. Et fait intéressant, elle a été nominée en 2018 et en 2019 dans le top 30 des Influential Women Advancing AI à Montréal par l'organisation Rework. Alors, Caroline Pernel, je vous cède la parole. Parfait. Oui, l'idée, c'est de voir comment est-ce que la 5G peut permettre justement à l'intelligence artificielle d'avoir des applications qui sont bien plus évoluées que celles qu'on a aujourd'hui. Et puis, Alexandre en a parlé un petit peu plus tôt, on parlait beaucoup de Tiny AI, d'IoT, de voir comment est-ce que finalement on peut rendre les systèmes aujourd'hui plus intelligents. Par contre, nous, c'est sûr qu'il y a une étude qui se fait par rapport au coût de ces systèmes qui doivent être embarqués aujourd'hui pour pouvoir s'assurer que, en fait, chaque système devient indépendant, autonome et puisse avoir finalement son propre cerveau, si je mets ça entre guillemets, attention danger, surtout quand on parle d'éthique et de comment est-ce que les machines doivent se mettre à penser. Donc là, on parle plutôt de voir comment est-ce qu'on peut rendre les systèmes plus intelligents au travers de la réalité virtuelle. Donc, tout ce qui est les enseignements aujourd'hui, par exemple chez CAE, il y a d'énormes simulateurs. On peut voir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on reproduit la réalité au travers de grosses machines et ainsi de suite. On s'entend qu'il va y avoir un essor absolument extraordinaire au travers des HoloLens et ainsi de suite, parce que avec la 5G, l'information, la latence va être bien diminuée. Donc, ça va être très, très intéressant de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement profiter finalement de cette technologie pour pouvoir s'assurer qu'il y a un essor qui se fasse et finalement, on puisse utiliser ces HoloLens, que ça fait maintenant 5-10 ans qu'on se dit ça va être la transformation du futur, on va pouvoir tous
faire des expériences absolument extraordinaires dans le confort de nos maisons. Donc ça, c'est une des choses qui va être très intéressante pour nous, en tout cas dans le contexte de CAE. Mais il y a aussi tout ce qui est le côté de la santé. Très peu de personnes en fait le savent, mais CAE, il y a énormément de simulateurs, que ce soit des corps humains, mais aussi des enfants, des femmes enceintes, ainsi de suite, qui sont en fait du matériel d'exercice pour entraîner les docteurs, les infirmières et ainsi de suite. Et pouvoir connecter en fait chacun de ces mannequins, de ces robots, va permettre d'avoir une réaction quasi temps réel finalement pour pouvoir s'assurer que on mimique exactement en fait la façon dont le corps humain se comporte, et donc ça apporte une qualité à l'expérience qui va être absolument extraordinaire. Avoir une connexion entre les objets aussi. Donc là, je parlais des humains. Si je parle maintenant de tous les appareils médicaux qui sont dans la salle, avoir ces appareils médicaux qui communiquent les uns entre les autres, ça, encore une fois, ça ouvre des perspectives absolument extraordinaires pour ce qui est du partage de l'information avec le docteur ou l'infirmière, ou encore par rapport à l'optimisation, en fait, au transfert de l'information d'un système par rapport à un autre, et potentiellement parler d'automatisation de la réaction du système. Donc, on a bien hâte de voir comment est-ce que ça va pouvoir évoluer. Mais aujourd'hui, en tant que tel, on est surtout à comprendre en fait quel est l'impact d'un point de vue coût et revenu, pour savoir, pour bien comprendre et maîtriser en fait l'inclusion de cette technologie-là. Caroline Pernel, merci beaucoup pour cette introduction. On poursuit donc avec notre premier tour de table. On passe maintenant à Simon Allais, qui est leader scientifique et gestionnaire de portefeuille de recherche chez Thales Digital Solutions. Il est officiellement reconnu comme un expert en génie de l'intelligence artificielle au sein du groupe Thales, où il dirige l'orientation de la recherche et l'exécution de projets dans le domaine de l'analyse de données et de l'IA. En 2005, M. Allais a obtenu une maîtrise avec mention dans le domaine de l'IA, a assumé divers rôles de chef d'équipe pour des projets scientifiques et d'ingénierie qui étaient axés sur la simulation, les systèmes multi-agents, la fusion de données, la gestion de connaissances ou encore l'analyse de texte. Ces axes de recherche actuels portent plus spécifiquement sur la modélisation et l'exploitation de la connaissance pour la maintenance de systèmes, ainsi que sur des solutions de test et de validation qui sont applicables à l'intelligence artificielle. Alors, Simon Allais, je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, de mon côté, c'est ça, je fais partie d'une multinationale de plus de 80 000 employés, une multinationale française, puis on œuvre vraiment dans différents marchés. Donc, l'intérêt pour la 5G se situe à différents niveaux, tant au niveau de la production de matériel utilisé pour la 5G, que de la développement de systèmes qui, eux, utilisent la 5G et l'offre de services pour la 5G. Donc, de mon côté, comme Raymond le disait, moi, je fais partie d'une entité de recherche de Thales, ce qu'on appelle Thales Recherche et Technologie. Il y a 5 entités dans le monde. Il y en a une spécialisée sur l'IA, basée à Québec et à Montréal. Puis, de notre côté, donc, on s'intéresse à améliorer ou créer des nouveaux services basés sur l'IA pour les différentes business lines Thales. Donc, au niveau de la 5G, ce qu'on remarque présentement, c'est vraiment un fort intérêt, surtout pour nos systèmes qui utilisent présentement des communications, soit 4G LTE ou bien de la communication radio. Entre autres, notre division transport terrestre qui développe un système de train autonome. En fait, c'est un des systèmes qui est développé en fait à Toronto, donc c'est un des systèmes qui est près de chez nous. Eux ont un fort intérêt dans la 5G puisque présentement, ils développent un système qu'on appelle le CBTC, le Communication Based Train Control, qui est basé surtout sur l'infrastructure radio. Il y a de l'intérêt ici ils font actuellement des tests pour changer éventuellement pour la 5G. Sinon, tout ce qui est ce qu'on appelle le V2X, Vehicle to Infrastructure, que ce soit des UAV ou d'autres types de véhicules autonomes ou équipés de senseurs, là, on voit vraiment un intérêt pour adopter la 5G pour transférer l'information avec les meilleures capacités que ça peut offrir. Puis ensuite aussi, ce qu'on voit comme intérêt, c'est tous nos systèmes actuellement qui offrent un support au niveau de la maintenance ou de la sécurité
des infrastructures de télécommunications. Donc, étant donné qu'avec la 5G, on va produire plus de services, plus de données, il va y avoir plus de trafic, donc beaucoup plus de données qui vont être utilisées pour effectuer la maintenance, tout ce qui est health monitoring, predictive maintenance, et aussi au niveau de la sécurité, parce que plus de systèmes, plus d'utilisateurs, plus de services, donc plus de potentiel de cyberattaque et plus de potentiel de faille. Donc, ça offre des nouvelles opportunités de notre côté. Puis enfin, surtout au niveau de notre entité pour la recherche en IA, là, on voit beaucoup de potentiel au niveau de l'architecture de la 5G. Donc, tout ce qui est l'architecture basée sur le Edge, la couche du Edge et la couche du Cloud, l'interconnexion entre les services et la donnée. Là, on voit vraiment des potentiels énormes que nous, on veut exploiter pour créer des nouveaux services ou améliorer les services actuels en croisant avec des données de nos systèmes ou de systèmes autres. Mais là, c'est là que c'est moins évident parce que là, ça va dépendre qui va adopter la 5G, qu'est-ce qui va commencer à rouler là-dessus. Donc, tant que ce n'est pas complètement en place, c'est facile, en tout cas, c'est relativement facile de faire des tests au niveau de l'infrastructure actuellement parce qu'on fait partie du programme encore. Mais pour ce qui est vraiment de pouvoir investir dans des systèmes qui exploitent un écosystème de données et de services, et puis commencer à enclencher des boucles d'IA qui vont être déployées vraiment sur la 5G pour apprendre online, etc. Là, ça va dépendre un peu de s'il va y avoir une forte adoption. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de monitorer en ce moment pour se positionner là-dessus. Donc, voilà. Simon Allais, merci beaucoup. Et on termine donc cette tournée d'introduction avec Thierry Badard, qui lui est directeur au Centre de recherche en données et intelligence géospatiale de l'Université Laval. Thierry est professeur de géoinformatique au département de sciences géomatiques de l'Université Laval à Québec. Il est membre du comité directeur, entre autres, du Centre de recherche en données massives et également du comité scientifique de l'Institut Intelligence et Données. Fort de 25 ans d'expérience dans le domaine, il a dirigé des projets de recherche et développement nationaux et internationaux de vive importance. Et actuellement, ses intérêts de recherche portent sur le big data géospatial, l'apprentissage machine, la géoanalytique, le traitement des flux de données spatiales en temps réel pour une meilleure aide à la décision, entre autres également l'Internet des objets et les villes intelligentes. Alors Thierry Badard, je vous laisse la parole. Merci Raymond. Écoutez, mes collègues ont bien mis la table pour moi. J'ai aimé deux analogies ou deux choses qui ont été dites. Alexandre, quand il a parlé des jumeaux numériques, en disant que globalement, ce qui alimentait les jumeaux numériques, c'était l'IA, l'IoT et la 5G. Je rajouterais juste la composance géospatiale. Puis la 5G, là, il faut effectivement le voir comme le système nerveux d'un système plus global et plus intelligent. L'IoT, les capteurs, là, vont être ce qui vont ramener quelque part l'essence. Le 5G va être la fibre nerveuse là, qui amène l'information au cerveau, qui va développer un certain nombre d'intelligence. Cette intelligence, elle peut être centralisée ou délocalisée. On parlait tout à l'heure de edge computing. Donc, cette donnée de capteurs, notamment dans le monde géospatial, hein, où on cultive l'observation de la Terre, quelle que soit l'échelle, elle est là, elle est présente depuis des années. Des capteurs se combinent et créent une information de plus en plus riche, précise, à moindre coût et de plus en plus rapidement. Donc ça prend forcément des réseaux pour diffuser cette information-là et puis pouvoir prendre des décisions de plus en plus en temps réel. Puis si on recule un peu sur la planète, là, il y a des investissements majeurs qui sont en train de se passer. C'est-à-dire le 5G c'est en train de se déployer à la surface de la Terre, mais si on pense aux investissements de SpaceX et notamment de la galaxie de satellites que veut lancer Elon Musk, là, et on parle de plusieurs centaines de satellites, il y a un enjeu de communication important là-dedans. Si on prend des choses aussi anodines que l'apparition récente là, sur les iPhone 12 d'Apple d'un capteur LiDAR, hein, qui est un capteur qui prend des millions de points en quelques secondes, là, qui va nous permettre d'avoir des modélisations 3D d'objets de notre environnement, on s'aperçoit bien que
l'informatique, les capteurs, là, génèrent sans cesse une information de plus en plus complète, de plus en plus précise et de plus en plus volumineuse. Donc la 5G apporte trois principales qualités qui sont l'augmentation des débits, donc ça c'est parfait pour cette informatique globale qui consomme de plus en plus de données ou qui en produit de plus en plus en tout cas, mais aussi une diminution des latences et une augmentation de la sécurité dans les communications. Avec ces trois enjeux-là, c'est sûr que ça devient de plus en plus facile, et puis c'est là où je rejoins la notion de jumeaux numériques, d'amener le terrain au bureau quelque part. Donc de pouvoir modéliser, simuler, interagir plus ou moins en temps réel avec des flux d'informations qui arrivent dans ces systèmes-là, à partir de données et de simulations numériques, et non plus forcément d'être obligé de sortir la pelle, la pioche et le béton et quelques millions de dollars pour tester 20 ans après les effets de tel ou tel aménagement sur le lieu de vie, sur les impacts de la santé des populations et ainsi de suite dans ces villes intelligentes. Ça aussi, ce déploiement-là rapide de l'intelligence artificielle, des technologies spatiales et du 5G, des impacts profonds sur nombre de métiers. C'est sûr que le premier métier auquel je peux penser et qui est propre à mon domaine, c'est celui d'arpenteur géomètre. Je pense que d'ici quelques années, nous ne verrons plus d'arpenteurs géomètres se balader sur le terrain avec une station sauteur. On verra certainement des drones pilotés à distance grâce à une faible latence que permettent les réseaux de communication, des capteurs de plus en plus précis qui vont nous permettre d'établir les mêmes certificats de localisation que ce qu'on peut faire un expert arpenteur géomètre. Qui dit multiplication de cette information, captation de l'information en monde réel, ouvre aussi beaucoup de questionnements autour des usages éthiques de cette donnée-là et des préoccupations de la protection de la vie privée. On entend parler beaucoup de fiducie de données, d'anonymisation, de sécurité de l'information. C'est toutes des problématiques qui sont en arrière de ce développement technologique accéléré qui ouvre plein de champs de recherche. Là, mes collègues en ont cité plusieurs. C'est exactement la même chose de notre côté, mais cet aspect éthique et de protection de la vie privée est de plus en plus important aussi dans nos réflexions. Parce que pour faire certaines recherches, on a besoin d'une donnée précise. On ne peut pas travailler avec de la donnée agrégée. Puis il faut savoir comment gérer cette information-là et puis la protéger. Voilà, c'est pour mettre la table. Thierry Badard, merci beaucoup. Et Thierry Badard, Simon Allais, Christian Gagné, Caroline Pernel, Alexandre Vallière, j'invite à réouvrir vos caméras et on va passer maintenant en mode discussion. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été amenés, qui ont été mis sur la table et on revenait quand même beaucoup au potentiel des objets connectés et à l'idée que la 5G va pouvoir, dans le fond, permettre aux objets connectés de devenir un peu le système nerveux d'une ville, d'une région, d'un territoire, d'une industrie, etc. Est-ce qu'on a l'impression en parallèle, en fait, peut-être, je lance un peu à la ronde deux sous-questions. En fait, d'un côté, on va générer de plus en plus de données. On parlait de données massives. L'impression qu'on va tomber dans du humongous data. Pratiquement, on va passer à un autre niveau avec la quantité de données qui va être générée par ces systèmes. Donc, est-ce qu'on va être en mesure de réussir à traiter ces informations-là d'un côté et de l'autre, est-ce qu'on a l'impression que cette marée de données-là qui va arriver va aussi permettre à l'intelligence artificielle de se perfectionner, de devenir meilleure? Alors, Christian? Oui. Mais moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que l'intelligence artificielle va aider possiblement à faire des traitements qui soient décentralisés. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir un flux vidéo qui soit envoyé en temps réel sur les serveurs centraux, on va avoir plus des dispositifs qui vont faire le traitement local. Donc, on va avoir vraiment une notion que toute la donnée brute va être traitée localement avec du edge computing. C'est un peu ça, le edge computing, c'est d'avoir un nuage, mais un nuage avec des dispositifs qui sont très près de là où ça se passe. Et le but, c'est de ne pas envoyer le flux vidéo, mais c'est plutôt d'envoyer l'intelligence par-dessus le flux vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Éventuellement, pour une raison quelconque, on veut avoir accès au flux vidéo à distance, on pourra l'avoir, mais ça sera vraiment sporadiquement, alors que l'ensemble des objets qui sont implantés dans leur environnement
devrait avoir une certaine forme d'autonomie. Puis c'est ça, je pense, que l'IA offre par-dessus le numérique actuel. Le numérique actuel, c'est de connecter, d'avoir de l'information qui transite, qui bouge, mais cette information-là est encore très brute. En ajoutant l'intelligence par-dessus cette information brute-là, c'est là qu'on en vient à faire des choses mieux, puis possiblement aussi qu'on en vient à être moins gourmand en termes de données transmises, parce que ce n'est pas intéressant d'avoir des flux de pixels. Ce qui est intéressant, c'est de dire il y a une personne qui se déplace ici, il y a un véhicule qui va dans cette direction-là. Ça, c'est là que c'est intéressant, je crois. Caroline Pernel, je voyais sourire. Est-ce que ça revient un peu parce que tantôt, vous parliez des enjeux de communication entre les systèmes? Ça, on se retrouve avec des edges un peu partout. Ça, en plus d'objets connectés, j'imagine qu'il va y avoir, puis Alexandre Vallière aussi, vous l'aviez abordé, donc des enjeux de mettre ces systèmes-là ensemble, puis des coûts associés à déployer tout ça. Donc, peut-être en lumière de ce que Christian vient de dire. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christian vient de dire, dans le sens que, par exemple, un des produits que CAE vient de sortir, c'est le R1, le ventilateur. Et en fait, la prochaine étape, c'était justement de voir comment est-ce qu'on pouvait intégrer la 5G là-dessus et savoir qu'une personne est en train de respirer à chaque seconde apporte certes une valeur, la personne est en vie, mais n'apporte pas forcément de la valeur ajoutée dans le sens savoir à chaque seconde, la personne est toujours en train de respirer. Donc oui, avoir l'information globale, de savoir avoir une alerte. Donc, le traitement de l'information, d'avoir l'alerte, de savoir quand est-ce que la personne commence à respirer d'une certaine façon qui est atypique et ainsi de suite. Ça, c'est définitivement des choses qui sont à mettre en place et à assister de façon à ne pas finalement être complètement submergé par un tsunami de données qui est absolument incontrôlable. À côté de ça, je pense qu'il faut aussi s'assurer que les compagnies soient en train de s'équiper d'un point de vue infrastructure. Parce que de toute façon, il va y avoir de la recherche qui va être mise en place de façon massive. En fait, c'est aussi un espoir que j'ai au sein des compagnies pour qu'il y ait de l'analyse qui puisse se faire. Puis après ça, une autre chose qui est, même si on a l'information à la milliseconde, alors qu'on l'avait à la seconde ou à la minute ou même aux 15 minutes ou à l'heure aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. La saisonnalité, elle va quand même arriver aux 4 mois. Elle n'arrivera pas plus vite parce qu'on a plus de données et ainsi de suite. On aura peut-être une meilleure granularité, mais est-ce que cette granularité-là sera pertinente? Ça, c'est des choses qu'il va falloir commencer à étudier et puis à valider, en fait, de façon à savoir à quel point on va saturer nos systèmes en allant chercher la donnée à la milliseconde alors que c'est absolument pas nécessaire. Donc, je pense qu'il y a cet équilibre-là à faire aujourd'hui pour les compagnies et comprendre de quoi on a besoin dans notre infrastructure aujourd'hui, de quoi on a besoin de s'équiper, qu'est-ce que les systèmes vont faire de façon autonome et nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information pour pouvoir finalement rendre nos systèmes plus pertinents et plus intelligents. Alexandre Vallière, je vous vois opiner du bonnet. Ah, mes collègues sont tellement intelligents. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense aussi qu'il va y avoir d'autres notions. Peut-être que la limitation du flux de données va être faite aussi parce que l'apparition de Edge Network, donc avant de tomber sur la 5G, puis la distribution sur le cloud, je pense aussi effectivement qu'on va voir l'information partagée entre machines et machines. Jusqu'au point où est-ce qu'effectivement, il y a une grande partie de l'information qui va vivre localement. Et ça va effectivement réduire un petit peu le coût, le coût presque émotionnel des gens d'avoir à traiter autant d'informations. À un moment donné, on n'est plus capable de la gérer. Là. On n'est plus capable, en fait, de comprendre quelle valeur on peut soustraire de l'information quand il y en a trop. Donc, ça devient un problème. C'est pour ça que je pense qu'ultimement, ce qu'on va voir, c'est je dirais, un transfert d'informations qui est plus basé sur la question que sur la donnée en tant que telle. Donc, ça rejoint un petit peu ce que Caroline et Christian disaient. Là. Donc, plutôt que d'être... on va poser des questions à l'environnement, puis l'environnement va être capable de nous répondre. Donc, le flux d'informations va être réduit. La facilité qu'on va avoir à ingérer l'information va être également plus grande. Et le défi sera donc un souci d'interopérabilité peut-être entre toutes ces sources d'informations-là. Et comment donc questionner de façon intelligente aussi les machines, dont je parlais plutôt des liens humain-machine. C'est le genre de recherche aussi que je pense qui vont être nécessaires pour atteindre les objectifs dont on parle maintenant. Et deux choses par rapport à ce que tu dis, Alexandre. En fait, il y a d'un côté, dans le fond, dans la communication machine à machine, j'ai l'impression qu'on est aussi face à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires qui vont être associés à l'IA et à la 5G. Donc, on a des assistants personnels qui vont pouvoir travailler avec des assistants personnels, qui vont pouvoir interopérer ensemble.
d'un côté, et de l'autre, et j'interpellerai aussi peut-être Simon Allais là-dessus, la possibilité, par exemple, d'avoir des data markets. Donc, on va avoir localement plein de banques d'informations. Donc, comment y accéder, qui peut y accéder, à quelles conditions. Donc, j'ai l'impression, Simon, Alexandre, qu'il y a un potentiel aussi associé à ça. Oui, c'est ça. Peut-être Ben, Simon premier. moi, j'avais mentionné ça, c'est plus par intérêt personnel. Donc, ben, c'est là-dessus que je vois le potentiel, à voir si ça va pouvoir émerger. Là. Encore une fois, je pense que c'est vraiment quasiment une question de la poule et de l'œuf. L'infrastructure va être mise en place, puis après ça, ben, on espère que les gens vont venir. Si ça vient, je pense qu'il y a un énorme potentiel pour ce type de market-là, parce que tant au niveau de ce qu'on vient de discuter, là, un peu tout le monde, au niveau un peu du load balancing, du data balancing, du processing balancing qui peut se faire entre la device, le edge et le cloud, ben, ensuite, il y a différentes offres qui pourraient être faites en interconnectant les devices, pas une à une nécessairement, mais à travers le edge ou à travers le cloud. Puis c'est là que ça devient intéressant. Si si une device est positionnée au bon endroit, au bon moment, dans l'action, comme Christian le mentionnait, parce qu'elle ne streame pas son vidéo tout le temps, mais lorsqu'il y a quelque chose d'intérêt, une anomalie ou quoi que ce soit, là, elle se met à connecter, elle envoie sur le marché, voici ce que j'ai à offrir, j'ai le stream live, par exemple, de ce qui est en train de se passer, qui est prêt à bider là-dessus quasiment. Puis là, après ça, s'il y a de l'intérêt, les gens peuvent l'offrir. Là, après ça peut être, s'il y a une tempête de neige, les systèmes de conduite des véhicules en ont besoin parce que là, c'est extrême. Il y a un changement, vraiment une anomalie dans la conduite routière causée par la météo. Donc, les systèmes qui sont en place, qui sont capables de nous dire les autres véhicules ont du slip en ce moment, il y a des accidents ou quoi que ce soit, alerte aux autres. Donc là, ça devient de la donnée qui a de la valeur. Puis, je rajouterais aussi, ça m'a fait penser par rapport au point qu'on mentionnait tout à l'heure, au niveau de cette offre et ce balancing-là de la donnée qui est transférée du processing, ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, le processing peut être fait on-board sur le edge et dans le cloud, mais aussi, ça va changer beaucoup la dynamique de la donnée qui est stockée. En ce moment, on travaille beaucoup au niveau de... on stocke les données sur les devices, puis après ça, offline, on va les chercher, on entraîne nos modèles d'IA, puis on fait tout ça offline. Donc là, vraiment, on n'aura pas besoin de la stocker. On peut faire l'entraînement sur le edge. Puis c'est là que, là, vraiment, là, si on va pousser ça encore plus loin, c'est que les modèles pourraient s'entraîner sur le edge. Il y aurait une nouvelle capacité, le modèle plus performant, latest, le voici, je le mets sur le marché. Puis les gens, mais là, on parle de très loin, là, mais ça pourrait être un rêve, là, ça pourrait être là qu'on pourrait essayer de s'orienter. C'est ça qui devient intéressant dans le trip 5G. Oui, puis ça revient un peu, ça me fait penser à ce que Thierry disait au départ de son côté, entre l'idée de pouvoir faire les choses à distance, un peu en mode remote, ou d'avoir une station terrain. Donc, ça ouvre un peu des possibilités, ça change un peu ça a potentiel de changer la manière de faire les choses dans des situations comme celle-là. Je ne sais pas si Thierry, Alexandre, Christian, je voyais un peu réagir tout le monde, si vous leur rebondir sur soit ce que Simon a dit ou sur ce qu'Alexandre avait dit précédemment. Thierry? Ouais, peut-être un point puis qui rebondit aussi un peu sur une notion qu'a introduite très rapidement aussi Christian. Là. On parle de swarm intelligence là, et de robotique aussi. Là, puis moi, dans mon domaine, là, actuellement, là, quand on veut suivre les inondations et ainsi de suite, on se fie sur des réseaux de capteurs fixes, là, puis quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là. puis c'est l'œil humain là, qui va constater quand on a les pieds dans l'eau. De disposer de drones qui sont capables aussi de regarder ce qui se passe sur le territoire, de s'entendre entre eux pour aller acquérir une information, l'extraire et fournir une information prête à la décision. C'est ça aussi que permet le 5G et l'IA, peu importe qu'elle soit répartie ou autre. Là, il y a aussi une intelligence des capteurs dont on a parlé, une collaboration, une communication entre ces capteurs-là pour aller chercher une information qui est pertinente, qui a une valeur pour ça. Ça peut même le même cheminement. Hein. Des fois, j'ai tendance à dire qu'on réinvente un peu la roue, puis on l'appelle avec d'autres termes, mais c'est un peu ça. Hein.
le big data a amené déjà de revisiter un certain nombre de concepts et de choses qu'on avait. Le 5G et l'IA vont certainement encore revisiter parce que tout s'accélère, tout se multiplie encore. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis des années, mais la vitesse, la portée et l'échelle deviennent de plus en plus grandes, en fait. Caroline Pernel? Oui, en fait, moi, il y a un des domaines dans lequel je vois la pertinence en fait de ces systèmes est particulièrement intéressante. On parlait de l'interface, l'interaction humain-machine tantôt, pour tout ce qui est les systèmes d'apprentissage. En fait, avoir finalement une compréhension de la machine, de comment est-ce que la machine fonctionne de la part de l'être humain pour faire un test ou ainsi de suite, mais aussi avoir de la machine, en fait, une compréhension de comment est-ce que l'humain apprend, comment est-ce que l'humain comprend. Et je pense que le fait de pouvoir avoir justement une infrastructure qui permette de façon embeddée en fait de processer cette information-là va permettre énormément l'accélération en fait de la customisation de nos systèmes, de la personnalisation de nos systèmes, de façon à pouvoir faciliter en fait cet apprentissage-là. Donc on le voit beaucoup, ben, nous c'est sûr dans les contextes des simulateurs, mais aussi pour tout ce qui est maintenant les formations en ligne, ainsi de suite. On ne peut pas non plus se permettre de faire une formation pour une personne. Par contre, avoir cette automatisation-là qui est mise en place, cette personnalisation-là, va faire en sorte que les gens vont pouvoir acquérir de nouvelles compétences bien plus rapidement en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur domaine. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Et sur ce potentiel-là, j'aimerais peut-être entendre Christian Gagné. D'abord, ensuite, Alexandre, je vois aussi que tu es prêt à réagir. Christian, qui travaille en fait, entre autres, au développement de méthodes d'apprentissage, entre autres avec peu de données. Alors, comment on entrevoit un peu les perspectives mentionnées par Caroline? Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens que à partir du moment, disons qu'il faut faire encore le contraste entre l'IA actuelle, beaucoup dans le numérique, dans le web, il y a une quantité gargantueuse de données, on fait des super bons modèles, mais basés sur une masse massive de données. Quand on vient dans des systèmes qui sont présents dans le monde physique, comme on parle, puis qu'on a des humains qui interagissent, nous, on est limité. C'est nous la grande limitation. On n'est pas capable de donner une rétroaction fréquente, très fréquente. On n'est pas capable de donner de 1000 rétroactions. On n'est pas capable d'avoir. On a le temps aussi qui nous limite la vitesse à laquelle les choses se passent. Donc, il faut aller vraiment vers des systèmes qui sont capables d'apprendre avec relativement peu. Puis, ultimement, c'est des systèmes qui vont nous demander peu. Les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle, c'est ceux qu'on ne voit pas. C'est ceux qui sont capables d'apprendre de façon passive, furtive. Ils voient ce qu'ils font, ce qu'on fait, et ils nous aident ensuite. Mais ça, c'est un peu utopique. Des fois, ça prend une certaine interaction, ça prend une certaine rétroaction, mais si on peut la minimiser ou du moins déterminer les points qui sont vraiment intéressants, pertinents pour s'améliorer, pour mieux comprendre la situation, puis après ça, d'avoir un système justement dans son interface, dans son fonctionnement, qui soit facile, qui nous aide vraiment, qui soit vraiment performant en termes de nous aider avec le minimum d'efforts. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. On est encore assez loin, mais du moins la customisation va tendre vers ça. Alexandre Vallière? Je vais faire un petit peu de push justement sur ce que Caroline et Christian mentionnaient. En fait, on s'en va vers le Model for One, capable d'avoir un modèle presque individualisé pour chaque objet, chaque personne. C'est quelque chose, en fait, que même il y a cela 2, 3, 4 ans, c'était presque impensable. Puis on voit pointe, donc la recherche commence à émerger dans ce sens-là, entre autres à cause du Small Data Learning et le Tiny AI et d'autres choses, et la 5G définitivement. Donc ça c'est un nouveau modèle. Ça change complètement les modèles d'affaires, en fait, des solutions qu'on va mettre sur le marché dans le futur. Ça, c'est une chose. Puis, je voulais aussi faire du pouce un petit peu sur ce que Thierry et Simon mentionnaient tantôt. Pardon, je perds mes sources de lumière. Il mentionnait donc l'aspect swarm, un petit peu l'aspect partage d'informations. Ben, moi, ce que je vois aussi poindre rapidement, c'est un aspect où notre client ne sera plus nécessairement un être humain. Ça se peut que ce soit une machine à l'autre bout. Puis ça devient aussi assez impressionnant, c'est-à-dire que les machines en tant que telles vont pouvoir transiger entre elles, mais aussi l'humain va pouvoir transiger avec la machine et être peut-être payé par une machine parce qu'il lui a fourni l'information qui était nécessaire à la réalisation de son travail. Ces nouveaux modèles d'affaires-là, en ce moment, ils n'ont pas encore été réfléchis, puis ça donne vraiment des opportunités qui sont hyper intéressantes si on réussit à bien les verbaliser finalement.
Et dans tout ce qui est dit, j'ai presque envie de lancer un pavé dans la mare. Ils ne sont pas mis en production, ça c'est différent. Oui, parce que c'est un peu l'enjeu, c'est ce que vous mentionniez aussi tantôt, Caroline, dans la mesure où il y a toujours les enjeux de coût, les enjeux de développement, d'interconnexion. Donc, je vous laisserai peut-être développer un peu, vous vous étiez lancé. En fait, la monétisation en général d'applications d'intelligence artificielle est un gros sujet. Puis, je ne sais pas si on veut vraiment se lancer là-dedans. Puis d'ailleurs, il y a une question qui est comment cela peut-il s'appliquer à la finance? Donc, c'est sûr que c'est un grand domaine. Mais définitivement, en fait, rien que commencer, parce que là, on est en train de parler d'edge computing, de Tiny AI et ainsi de suite. C'est fantastique, mais ça veut dire que pour chacun des appareils qu'on va vouloir équiper de 5G, il va falloir mettre ce module-là. On s'entend que le coût de la technologie diminue au fur et à mesure que la technologie devient disponible, la fameuse loi de Moore qui est absolument fantastique. Mais par contre, ça explique pourquoi est-ce que on avait espéré que le 5G serait disponible en 2018, finalement en 2019, finalement en 2020, avec les Jeux de Tokyo et ainsi de suite. Mais ça va mettre assez longtemps pour arriver, et puis c'est tout à fait normal. Puis aussi, il faut que les gens puissent se l'approprier. Mais par contre, c'est sûr que le coût de la donnée fournie par l'être humain, ou les êtres humains en général, de façon à pouvoir équiper les intelligences artificielles, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et puis voir comment est-ce qu'on peut monter un modèle de revenu par rapport à ça, c'est des grandes questions que RGPD et ainsi de suite ont mises sur la table sans avoir apporté de réponse aujourd'hui. Donc, voir comment est-ce qu'on en fait quelque chose de constructif dans le futur, c'est des belles questions à se poser, mais par contre, ce sont définitivement des questions qui se sont posées aujourd'hui. Donc, je pense qu'il oui. Oui, puis j'imagine que ça rentre un peu dans les défis même de recherche-développement, dans le fond, qu'il faut anticiper des capacités de système, éventuellement dans la logique où on développe pour des systèmes qui ne sont pas nécessairement en place, donc on anticipe des résultats, on est dans des plateformes très commerciales et on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler au final, dans le fond, une fois que ça va être déployé dans la réalité. Oui, tout à fait. Il y a des grosses questions, parce qu'on s'entend qu'on a tous intérêt à avoir des gens qui, en reprenant l'exemple de la formation, qui soit efficace le plus rapidement sur le marché du travail, et ainsi de suite. Par contre, ça veut dire qu'au sein des universités, peut-être que ça veut dire moins de cours qui sont pris parce que moins de cours inutiles, et ainsi de suite. Donc, moins de revenus pour les universités. Bref, il y a énormément de choses qu'il faut pouvoir étudier par rapport à ça. Google University a décidé d'ailleurs que ça ne servait à plus rien d'envoyer des développeurs dans les universités américaines. Maintenant, il suffisait de suivre les cours qu'ils fournissaient pour pouvoir devenir développeur. Comment est-ce qu'on est en train de se cannibaliser les uns les autres par rapport à ça? Il y a des belles questions à se poser, c'est sûr. Là, je suis complètement en train de sortir du sujet de la 5G et de l'intelligence artificielle, donc je vais essayer de revenir par rapport à ça. Mais dans le domaine, si je reviens à la question de Camélia par rapport à la finance en tant que telle, il y a énormément de possibilités, en fait, que ce soit parce que justement, on va avoir des modèles qui vont être bien plus nourris en données, bien plus fournis, donc que ce soit l'évolution de la bourse, que ce soit au niveau du chatbot pour pouvoir répondre plus rapidement aux besoins personnalisés de chaque personne, que ce soit à la variation du taux d'hypothèque et ainsi de suite, par rapport à des calculatrices qui seraient intelligentes et qui seraient capables justement de combiner énormément de données, qu'elles soient internes à la banque, mais aussi externes. Parce que là, on parle de beaucoup plus finalement de l'accès à l'information et d'informations beaucoup plus consistantes. Donc, il y a énormément de projets qui sont dans ce domaine-là réalisables aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs micro-questions ouvertes. Donc, Alexandre, oui? De façon générique, posez-vous la question, si vous aviez une mesure assez exacte de l'environnement et de la société, qu'est-ce que vous pourriez faire dans le domaine de la finance? Puis la réponse, en fait, c'est de la prédiction, donc c'est tout ça. Puis ça devient vraiment... ça va toucher tous les marchés, il n'y a aucun doute. Thierry Badard? On parle quand même un peu de business analytics aussi, données en temps réel un peu là-dedans. Est-ce que je sais que c'est une de tes champs de prédilection également? Donc, Oh bah en fait, je sais pas si c'est sur la finance exclusivement là, parce que j'ai vu passer une question aussi. Là, je vais peut-être rebondir. Il y en a beaucoup qui passent. Ouais, c'est ça sur l'exemple de projet actuel combinant IA et 5G. En fait, il y en a beaucoup. Là, je veux dire, travaille notamment avec une compagnie qui a profité d'ailleurs du programme Encore là, pour déployer. En fait, c'est une compagnie qui scanne grosso modo la rue avec des capteurs LiDAR, puis de la vidéo 4K à 360, là, une espèce de Google Street View, mais très haute résolution.
Puis là, c'est des millions de points qui sont captés à la seconde. Puis la 5G, ben, clairement, avec les bandes passantes, plutôt que cette information soit accumulée dans le camion puis ramenée au bureau pour être traitée, ben, la 5G permet directement de les envoyer. Puis éventuellement aussi ben, de détecter tout de suite les objets d'intérêt de l'environnement, que ce soit localement ou au travers du cloud computing. Puis éventuellement, ben, je sais pas, là, quand vous scannez, puis que d'un seul coup, il y a un camion de déménagement, ben, plutôt que de revenir au bureau à Montréal alors que vous étiez en train, j'en sais rien, de scanner Rouen-Noranda, ben, et que vous avez loupé un bout du corps de rue parce qu'il y avait un camion de déménagement, ben, peut-être qu'on peut influencer sur la collecte de cette donnée-là, puis de dire ben, le camion repassera en fin de journée pour espérer que globalement le camion de déménagement est dépassé. C'est un exemple très simple mais très concret de l'apport de la 5G et puis dans lequel ben, on peut coupler de l'IA directement pour extraire des objets. Il y en a plein d'autres des cas comme ça. Puis la valeur de la donnée environnementale est extrêmement importante. Vous connaissez certainement tous les ajustos de ce monde et autres. On collecte à chaque seconde des points GPS de vos déplacements en voiture quand vous souscrivez à ce genre de contrat-là. Ben, la connaissance de vos habitudes de conduite, de vos lieux, de votre façon de conduire, mais aussi la connaissance de ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous avez freiné fort parce que vous étiez dans le trafic ou ainsi de suite? Elles sont des informations extrêmement importantes pour des assureurs, par exemple, parce qu'ils vont avoir une connaissance bien plus précise. C'est-à-dire qu'on passe de produits où vous fitiez dans une gamme de profils à une assurance qui devient de plus en plus personnalisée. Donc là, je pense que c'est Alexandre qui parlait de modèles pour une seule personne, là, quasiment. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que cette masse d'informations captées sur l'environnement a une valeur extrêmement importante. Par contre, c'est de l'information personnelle, puis elle doit être encadrée. Et puis là, il y a toute une réflexion juridique, éthique, mais aussi technologique là pour protéger cette information-là et qu'elle soit utilisée à des fins tout à fait raisonnables. Pour conclure un peu cette première partie de discussion, je voudrais peut-être vers Simon Allais et Christian Gagné, si vous avez quelque chose à rebondir un peu sur ce qui a été amené. Et ensuite, on passera à une brève présentation des programmes encore avant de revenir en discussion, mais plus en mode période de questions à ce moment-là. Donc, Simon Allais. Oui, ben, en fait, pour rebondir le dernier point de Thierry, ben, je pense que, puis par rapport aux opportunités de recherche qu'on mentionnait tout à l'heure, je pense que, en tout cas de notre côté, au niveau des opportunités de recherche, ce qui est intéressant, là, des approches là, qui ont été poussées beaucoup par Google récemment là, au niveau du Federated Learning. Donc, comment faire de l'apprentissage fédéré sur les devices, donc bâtir des modèles qui sont entraînés sur les devices et comment comment fédérer ces modèles-là. Donc, on ne fait pas nécessairement le partage de la donnée. Ça rejoint les points tantôt qu'on disait, bon, ben, on ne va pas streamer toute la donnée. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est la donnée, en général, pour régler les problèmes GDPR ou tout ce qui est data privacy, réside sur les devices. Puis, en fait, on a une technique d'apprentissage où est-ce qu'on permet d'agréger les modèles entre eux. Donc, après ça, ben, quitte à voir si le modèle entraîné lui demeure sensible, en général non, mais à confirmer aussi. Puis à partir de ce moment-là, là, on pourra avoir, ça rejoint encore au niveau des markets, on pourra avoir des gens qui ont des modèles qui ont une plus grande valeur parce que l'utilisateur a fourni plus de feedback. Donc, lui, il y a une plus grande valeur. Mais donc, ça amène une opportunité de recherche, comment agréger, faire cet entraînement fédéré-là. Donc, on pourrait imaginer des centaines de milliers d'utilisateurs qui ont chacun leur modèle. On doit les mettre ensemble. Et à partir du moment qu'on les met ensemble, ben là, on utilise vraiment ce qui a été appris sur chacun des modèles. C'est là l'aspect recherche là, qui n'est pas du tout évident. Puis après, on retourne des modèles réentraînés ou fine-tunés au niveau des devices, puis ainsi de suite. Donc, ça c'est vraiment un truc intéressant. Puis encore là, ben, avant de pouvoir tester ces modèles-là à grande échelle. En ce moment, Google, eux, ont l'infrastructure parce qu'ils possèdent Android et tous les services qui roulent et puis beaucoup de données de plusieurs utilisateurs. Mais avant que plusieurs entités comme la nôtre ou des startups puissent utiliser, tester
les approches fédérées sur la 5G, ben, il va falloir que le réseau soit déployé puis les données commencent à se communiquer à travers le réseau. Donc, là, ça va être vraiment intéressant à voir là, si on pourra accéder à tout ça. Christian, en terminant? Simon m'a volé mon punch. Là. Moi, l'aspect de la fédéralité de l'État, c'est super important, je pense, pour la vie privée. Puis les gens peuvent se soucier, oui, mais on a ces dispositifs-là dans l'environnement. Ils voient ce que je fais. Puis, ils peuvent voir que j'ai pris une marche dans la rue. Les assistants personnels à la maison, ils nous écoutent. Et donc, toute cette information-là, elle peut être très sensible. Puis ça peut vraiment être très délicat, peut-être juridique, mais du moins au niveau moral, au niveau de l'intrusion dans la vie privée. Puis c'est ça, l'idée de travailler avec des différences, l'idée de dire qu'on a des modèles généraux, des modèles qui sont appuyés sur une masse ou qui ont eu beaucoup d'informations, beaucoup de données, mais nous, on va capturer les différences. Ces différences-là proviennent des données locales qu'on a apprises sur le dispositif, qui capturent bien ce qui nous caractérise. Puis ça fait le lien avec ce qu'on discutait avec Caroline sur la customisation, le fait qu'on personnalise. Bien, la personnalisation est basée sur les données qui sont prises localement. Puis l'intérêt de ça, c'est que les données restent locales. On apprend le modèle localement, on le personnalise localement et les données ne sortent pas de notre téléphone ou de notre assistante personnelle. Et donc là, on élude certaines questions importantes, chargées de protection de la vie privée, respect du cadre juridique. Ça, je pense qu'il faut le voir parce qu'effectivement, quand on regarde ça, on peut dire cette histoire-là de 5G, de capteurs dans l'environnement, ça a une petite tendance Big Brother. Il faut faire attention, c'est toujours très, très délicat. Puis pour pouvoir contrecarrer ça, c'est justement l'idée de fédérer, de distribuer, de s'assurer qu'il n'y a pas une entité centrale qui fédère tout, qui intègre tout. Puis on peut dire qu'on peut faire opposition avec les géants du web, les Facebook, Google et compagnie. Google, leur slogan, c'est « We will do no evil », on ne fera pas de choses mauvaises, mais quand même, ils sont assis sur une masse de données d'une très grande valeur qui sait énormément de choses sur nous. En distribuant ça, en s'assurant que les formations soient éparpillées, on va quand même éviter ce problème-là jusqu'à un certain point. On n'a pas réglé le problème complètement, mais du moins, on a rendu la criticalité de la chose beaucoup moins grande. Merci beaucoup. On va donc dans la suite de l'activité. En fait, je vous invite, participants, vous êtes très nombreux, donc peut-être profitez des prochaines minutes pour nous relayer des questions, que ce soit dans l'outil clavardage, que ce soit dans l'outil Q&A. On a les deux ouverts, on les guette, on les regarde. Et évidemment, l'activité d'aujourd'hui, on la met en contexte aussi à l'intérieur du cadre du programme Encore et également du site d'innovation Encore qui est basé à Québec, dans le parc technologique du Québec métropolitain. Alors, en amont de la période de questions et de la deuxième partie de notre panel, j'inviterai peut-être Marc-André Normandin, qui est du côté de la mobilisation, de l'animation, du développement des affaires pour Encore à Québec, à nous dire quelques mots peut-être sur le programme et nous rappeler un peu le contexte dans lequel l'activité d'aujourd'hui se place. Alors, Marc-André Normandin, je t'invite à partager ton écran et à prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Raymond. Merci à tous les conférenciers. Bienvenue à tous les participants. Alors, mon rôle, effectivement, c'est de développer le secteur affaires du programme Encore à Québec. Donc, on est basé dans le parc technologique, justement dans l'édifice de Thales. Et si vous voulez bien, je vais vous présenter le programme Encore immédiatement. Alors, voici, le programme Encore offre une plateforme ouverte permettant aux PME et startups de développer et tester gratuitement leurs idées, la technologie, d'être mieux connectées et plus performantes. C'est l'objectif. Les PME, bien sûr, qui accéderont à la plateforme d'innovation iPass de Encore pour tester et développer leur technologie avec nos partenaires, Ericsson, Ciena et Thales, bien sûr. Alors encore, c'est un grand programme qui est canadien, qui est financé par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario et du Québec. Il y a plusieurs grands partenaires, comme on le mentionnait. Je tiens simplement à le répéter, c'est que, évidemment, Ericsson du côté du réseau et Ciena, particulièrement au niveau des clouds, et Thales, de façon générale, au niveau des couches analytiques, évidemment IBM, Bromont et CGI. Alors, tout ça est supporté et géré, entre autres, par l'organisme Prompt pour le Québec et le Centre d'excellence de l'Ontario pour ce qui est de la province de l'Ontario. Oui, alors, évidemment, l'objectif du programme d'Encore, mais évidemment de la 5G, c'est de faire en sorte, de fournir du financement, entre autres, pour des projets.
pour vos projets. Alors, s'il y a des PME ou des startups qui nous écoutent, bien, il y a sûrement quelque chose ici qui peut être intéressant pour vous, d'autant si vous développez des solutions, entre autres dans le secteur de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, des secteurs qui sont en complémentarité avec la 5G. Alors, évidemment, c'est d'améliorer les performances. On parle en ce moment d'une capacité multipliée par 100 de volume de data. Donc, Ericsson a récemment fait les performances, en fait, je crois, 4,3 gigabytes par seconde, sans rentrer dans le détail, mais c'est pour dire qu'effectivement, avec la 5G, bien, il y aura une ouverture, comme les conférenciers l'ont développé, l'ont fait, il y aura une ouverture qui va être phénoménale en termes de possibilités. Alors, bien sûr, on parle principalement du réseau d'architecture 5G, mais aussi toutes les possibilités. Et de ce côté-là, Thales a un volet, entre autres, ville intelligente qui est très intéressant. Donc, c'est tout le secteur, entre autres, de la distribution d'énergie qui sera plus uniforme. La possibilité d'avoir des informations sur la qualité des réseaux, sur l'interconnexion des réseaux électriques, entre autres. Et évidemment, de permettre en temps réel de diffuser de l'information pour les différents opérateurs, que ce soit pour oui, les villes intelligentes, pour l'éclairage, pour également avec ce qui s'en vient au niveau des voitures autonomes, voitures électriques aussi, les différents opérateurs qui sont derrière les bornes de recharge. Il y a un tas d'utilisation et tout ça, évidemment, est supporté aussi par ce qu'on appelle un Edge Compute. Donc, on en dispose d'un. Évidemment, c'est un banc d'essai à Québec. Dans l'espace innovation d'un Ancor. Il y en a également un qui est situé à Montréal, près de l'ETS, au Centec. Donc, les différents secteurs d'activité, et voici quelques exemples. En fait, on en a mentionné tantôt avec les conférenciers, mais je tiens simplement à les souligner. Évidemment, ce sont des secteurs où Ancor peut intervenir via ces programmes. J'y arrive par la suite. Donc, évidemment, le secteur des médias, les transports, l'industrie pratique, l'industrie manufacturière. On parle beaucoup de 4.0 en ce moment, mais évidemment, ce qui va être intéressant pour les usines, c'est d'avoir en temps réel une possibilité de commande, donc à partir d'une salle d'opération, par exemple, d'une usine, on va pouvoir avoir l'information. Ça se fait déjà en Europe. Certaines usines sont déjà équipées ici aussi en Amérique du Nord. Mais évidemment, ce sont des projets à l'interne, donc une multiplication d'antennes, de routeurs, à l'interne pour permettre d'avoir de l'information qui vient, par exemple, de capteurs qui sont sans fil plutôt que d'avoir des capteurs connectés. Donc, pour permettre d'avoir, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir de l'information en temps réel pour réagir et permettre d'avoir une usine sécuritaire et traitement d'informations, en fait, en temps réel. Le secteur de la santé, bien sûr, va être touché. Le développement et la possibilité jusqu'à de réaliser des opérations, par exemple, par des chirurgiens qui peuvent être basés dans différents lieux. Ça peut être même à travers le monde sur des interventions très spécialisées, par exemple. Et donc, avec la 5G, de réagir en temps réel via une robotisation, par exemple, pour réaliser l'intervention. Les municipalités, les villes intelligentes, bien sûr, alors, tout ce qui concerne le trafic, la gestion intelligente des stationnements, la gestion des flux de circulation, la gestion d'éclairage et tout, la gestion du mobilier urbain et tout ce que ça comporte, collecte des ordures, collecte de tout, des livraisons, par exemple, d'avoir en temps réel l'établissement des différents parcs de camions, par exemple, qui peuvent circuler pour les livraisons. Alors, pourquoi encore? Évidemment, c'est pour permettre une accélération et une commercialisation des produits et services. Ce qu'on offre, nous, chez Ancor, c'est un support, évidemment, pour des entrepreneurs, des PME, des startups qui veulent développer des applications, des solutions. Également, on offre des programmes de financement concrets. Pardon. Alors, simplement pour rappeler, oui, donc les PME, les organisations ont accès à notre plateforme d'innovation ouverte. Donc, cette plateforme, évidemment, est supportée, et le programme, bien sûr, est supporté, comme je le disais au début, par nos grands partenaires, Ericsson, Ciena et Thales. Donc, dans vos projets, vous pouvez bénéficier des experts gratuitement
experts sur le développement de vos projets et bien sûr de financement. Alors, on a un comité, oui, technique qui va vous permettre de vous orienter, mais également des experts chez Encore pour vous permettre de bien aligner votre projet et d'en faire le suivi et de vous permettre d'avoir du financement, un financement qui peut être parfois assez rapide. Donc, un site qui est à Montréal, mais également à Québec, donc le site, le Hub Innovation, donc dans le parc technologique de Québec. Donc, un ensemble d'appels à projets. D'abord, pour les entreprises, les startups, ce qu'il faut faire concrètement, c'est vous nous approchez chez Encore si vous avez un projet que vous souhaitez réaliser. On en discute. Vous m'appelez à Québec, donc il y aura mes coordonnées à la fin et avec nos conseillers, ben, on peut effectivement vous supporter là-dedans. La première étape, c'est de vous inscrire sur le site et d'avoir un iPass. Donc, c'est un formulaire que vous devez remplir et donc vous donner certaines informations. Et par la suite, vous devenez en quelque sorte un iPass et cela vous donne accès à une première possibilité de projet qu'on appelle le projet TI financé. Donc, évidemment, il y a d'autres possibilités, mais généralement, il y a plusieurs scénarios, évidemment, de collaboration qui sont possibles. Chaque dossier est évalué individuellement. Et donc, je vous propose d'en discuter plus en détail une fois que votre projet est précisé auprès de vos partenaires, opérateurs ou certains sous-traitants, collaborateurs que vous avez dans le développement de votre outil. Alors, évidemment, c'est une plateforme d'innovation ouverte, 5G encore. Et concrètement, ici, on parle de service iPass, comme je mentionnais. Donc, au niveau connectivité, la 5G et l'infrastructure iPass qu'on dispose. Donc, une infrastructure, donc le Edge Computing, oui, qui est situé à Québec et donc à Montréal. Donc, qui donne accès, évidemment, pour pouvoir tester, par exemple, vos algorithmes que vous souhaitez lancer dans la plateforme et de tester, faire différents tests, entre autres avec Ciena et Ericsson au niveau de la vitesse de transfert des données. Évidemment, il y a une antenne 5G concrètement à Québec qui est installée sur l'édifice de Thales. Et donc, tout ça pour vous amener, évidemment, c'est un grand projet encore, mais pour vous permettre de bien prendre connaissance de nos projets. Évidemment, on est dans un secteur émergent et donc à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est évidemment de participer à nos événements. Alors, on a Prompt, comme je mentionnais, organise une série d'événements et donc en partenariat avec différents acteurs prioritaires. Ici même, on est à Québec avec l'Institut d'intelligence des données de l'Université Laval qui présente donc cet événement. Bien sûr, avec Ericsson, Ciena et Thales. Et Prompt, je le souligne, offre un financement qui est dédié à vos projets d'intelligence artificielle, donc vos projets IA. Évidemment, Prompt se spécialise dans le financement d'innovation technologique via ses différents partenaires. Afin de permettre aux participants et en fait aux entreprises, aux PME, bien sûr, de s'introduire au programme Encore, on offre à ces PME, aux techniciens, ingénieurs, aux gens peut-être avec un profil un peu technique, mais également des gens qui pourraient être gestionnaires, VP de ce type d'entreprise technologique. On offre des bootcamps. Alors, récemment, on avait un bootcamp les 9, 10 et 12 novembre dernier. Et le prochain bootcamp est le 15 décembre prochain. Alors, on invite tous ceux qui n'ont pas pu assister au bootcamp récemment à s'inscrire. Et donc, il y aura une portion théorique. Donc, vous allez bénéficier d'une formation théorique quand même très intéressante qui va être dispensée par les gens de Thales, Ericsson et Ciena, entre autres. Ils vont vous introduire à la 5G et aux possibilités avec l'Internet des objets. Et par la suite, en après-midi, vous aurez justement un cas très concret, très pratique de ce qu'on appelle d'une technologie IoT Accelerator qui est présentée par Ericsson. Et donc, vous allez carrément mettre, comme on dit, mettre les deux maintenant dans cette simulation pour vous permettre de voir un cas réel justement dédié aux villes intelligentes en collaboration avec Thales. Et je souligne le dernier élément, on a également, évidemment, un ensemble d'événements, mais le 8 décembre, il y a un démo day qui sera présenté à Québec.
Il y en a un autre à Montréal, mais je souligne particulièrement celui-ci, puisqu'on aura en fait 3 ou 4 entreprises de la région de Québec, FlyScan, que certains connaissent, qui est situé dans le parc technologique, donc qui offre une solution de surveillance, en fait, pour les pipelines, donc de survoler les pipelines afin de détecter des fuites. Évidemment, c'est un problème qui est récurrent et donc, eux, en survolant avec un gros serveur qui est vraiment installé sous l'avion ou sous un hélicoptère, peuvent collecter les datas et donc, par la suite, les analyser. Alors, eux, ils ont un intérêt concret là, avec le traitement de la 5G. Donc, FlyScan. Ambra Solutions, une société de Trois-Rivières qui est bien implantée, qui travaille dans le secteur principalement des mines et de l'énergie, donc qui offre des solutions de télécom. On sait que dans le secteur des mines, c'est un problème, entre autres, on ne peut pas communiquer par cellulaire. Hein. Si on est vraiment pour des questions de sécurité, ils ont donc développé des solutions de télécommunication. Et donc là, ils sont en train de faire des tests, entre autres avec un grand partenaire distributeur, évidemment, secteur électrique au Québec, Hydro-Québec. Audace Technologies, une petite société quand même très prometteuse qui, justement, va offrir une solution pour le secteur des mines et de l'énergie afin d'être une solution de production d'énergie renouvelable pour permettre des tours de télécom situés en région éloignée et d'alimenter, évidemment, à la fois en 3 solutions, une solution hybride qui permet, avec l'énergie solaire, éolien et une solution de stockage d'énergie. Et il y aura sans doute et fort probablement une PME de la région de Québec dans le secteur géospatial et une société également de Montréal en système autonome. Donc, un beau programme pour le 8 et le 15 décembre. Alors, voici, je me permet de vous remercier d'avoir pris connaissance de ces informations. Je suis encore, on est situé vraiment à Québec et n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées. À bientôt. Merci beaucoup, Marc-André Normandin. Et j'invite maintenant, on va passer à la deuxième partie du panel. Alors, Alexandre Vallière, Simon Allais, Christian Gagné, Caroline Pernel, Thierry Badard, vous pouvez réouvrir vos caméras et vos micros. Et peut-être, en fait, on parlait beaucoup de edge computing et on avait ouvert un peu, je pense que c'est Christian qui avait ouvert sur les enjeux de vie privée, de protection de vie privée, disant que ben regardez, il y a quand même des belles possibilités si l'information est distribuée, donc d'éviter justement que tout soit centralisé au sein d'un même espace. Et il y a Antoine qui, lui, fait du pouce un peu sur cet élément-là en disant oui, mais sur les enjeux de sécurité, donc quel regard on devrait porter. Les edge deviendraient potentiellement donc assez datavores, contiendraient des données qui ont intrinsèquement de la valeur. Alors, quel regard on peut porter sur les problèmes de sécurité qui pourraient être impliqués dans un contexte où, selon la perception que lui en a, eh bien, les edges sont peut-être plus difficilement sécurisables. Alors, est-ce que c'est le cas? Et si oui, sinon, bon, comment on se positionne un peu par rapport à ça? Je vois qu'Alexandre Vallière, Caroline Pernel, Thierry Badard, vous avez déjà vos micros ouverts. Alors, j'irai peut-être dans cet ordre pour rebondir là-dessus. En fait, je voulais juste ajouter une question, parce que je ne suis pas un spécialiste de sécurité du tout, mais ayant Simon, Caroline et Christian parmi nous, Thierry, peut-être que tu as également des connaissances là-dedans, mais je me posais entre autres la question, je ne veux pas tomber dans la politique, mais qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, de Huawei et puis du choix, en fait, de l'infrastructure qu'on va faire par rapport à cette sécurité de données-là? J'aimerais ça aussi entendre votre feedback par rapport à tout ça. Alors, Alexandre, tu rajoutes des pavés dans cette mare sécuritaire. Caroline Pernel? J'irai pas dans la direction Huawei parce que j'ai pas la réponse, mais aussi parce que je veux pas me brûler. Mais par contre, une grosse étape qu'il va falloir faire, et je pense que ça, c'est important que ce soit Ivado, que ce soit l'Institut de Laval et ainsi de suite, tout le monde y mette une grosse couche, ça va être au niveau de la conscientisation et de l'éducation. Notamment par rapport à tout ce qui est maison connectée. Donc aujourd'hui, les geeks ont commencé à s'équiper, que ce soit en mettant des lumières intelligentes. Mon sapin de Noël s'allumait automatiquement quand on passait en voiture devant la maison l'année dernière. Je ne sais pas ce que ça va donner cette année vu qu'on ne sort plus, mais bon. Toujours est-il que quand on va passer à l'étape 5G, oui, on parle de mettre finalement des micro-ordinateurs dans chacun de nos systèmes qu'on va implémenter un peu partout. Oui, ça va être des systèmes qui vont être indépendants les uns des autres au niveau du partage de données, à condition que
on fasse ce qu'il faut faire d'un point de vue justement administration pour s'assurer que ces systèmes-là soient sécurisés et donc du coup soient safe entre guillemets. Donc ça, je pense que ça veut dire que soit, encore une fois, ça va être juste les personnes qui sont capables de faire ce genre d'automatisation, de sécurisation qui vont pouvoir se permettre d'implémenter ces systèmes-là, soit ça va être des choses qui vont être faites par défaut et on sait que tout ce qui est fait par défaut est beaucoup plus facilement hackable de toute façon. Mais ça m'embête un petit peu dans le sens que je pense qu'il y a énormément de valeur justement à pouvoir automatiser nos maisons et je passe notamment dans le cas par exemple des personnes âgées qui sont aujourd'hui, on essaye de plus en plus à retarder l'entrée, notamment dans les maisons pour personnes âgées et ainsi de suite, en disant, on peut mettre un frigo intelligent qui va être capable justement de savoir quand est-ce que la personne l'ouvre et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce que soudainement, elle s'est mise à ouvrir son frigo à 4 heures du matin, 3 heures du matin? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, non. Est-ce qu'on doit intervenir? On peut réduire aussi le nombre de fois où une infirmière va venir pour faire des soins parce que on va être capable de mieux savoir comment est-ce que la personne se comporte, est-ce qu'elle fait vraiment de la fièvre, est-ce qu'elle fait pas de la fièvre, ainsi de suite, parce qu'on aura les montres connectés, ainsi de suite, donc de l'information en temps réel, un beau dashboard qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui se passe pour la personne. Donc, il y a le problème de moins de contact humain pour ces personnes-là, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une meilleure qualité de vie quand elle est dans sa maison, dans son chez elle en tant que telle. Donc, il y a des questions éthiques à étudier, mais il y a aussi des questions technologiques, donc le côté de l'éducation, de la conscientisation par rapport à ces systèmes qu'on va vouloir mettre chez nous et voir comment est-ce que justement on les rend safe pour tout le monde d'une façon générale. Simon Allais, Christian Gagné, est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Moi, de mon côté, moi non plus, je ne peux pas vraiment avancer au niveau de l'aspect sécurité, là, malgré que mon organisation, en fait, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je crois que ça va apporter des nouveaux défis, par contre, là, qui pourront être relevés pour la sécurité des différentes couches de l'infrastructure en tant que telle. Par contre, vraiment, ce qui est spécifique au Edge, ma compréhension, encore une fois, les specs du Edge vont dépendre d'une cellule à une autre, puis sont pas clairs, en tout cas de mon côté, exactement là, en termes de computing et de data storage. Mon impression est que ce n'est pas nécessairement pour du data storage, donc les techniques, comme on parlait tout à l'heure, ce que ce soit du federated learning ou tout ce qui est, dans le fond, transmission de la donnée pour être processée sur le Edge, c'est vraiment une capacité de high computing, HPC, là, high power. Donc, après ça, les données qui devront être stockées pourront être stockées sur le cloud. Et puis là, après ça, ça demeure le même problème qu'on a actuellement. Des données de votre device vont être stockées dépendamment des apps que vous installez sur le cloud. Peut-être des fois, les gens ne font pas trop attention à ça. Puis aussi, ce qu'on remarque dans les dernières années, les gens sont de plus en plus ouverts aussi. Donc, les mentalités sont en train de changer aussi. Donc, les gens, s'ils ont un meilleur service en retour, une meilleure sécurité, un meilleur service des apps, vont être prêts aussi à ouvrir. Donc, il faut voir aussi comment les choses vont évoluer là-dessus. Puis j'imagine comment le cadre législatif aussi va évoluer avec les projets de loi comme le 64, par exemple, qui a été lancé, le reste. Christian? Oui, bien, moi, je pense qu'il faut quand même avoir en tête qu'il faut toujours donner autant il faut sécuriser autant que la valeur des données. Puis c'est sûr qu'il y a des données qui sont très sensibles. À ce moment-là, peut-être qu'il ne faudrait pas les conserver. Il ne faudrait peut-être pas les avoir, les données très sensibles, parce que la sécurité parfaite, on ne l'aura pas. En même temps, je veux dire, on peut avoir peur. On a eu des exemples. Il y a eu des exemples, entre autres, que dans le passé, de caméras de surveillance pour les enfants, les bambins dans leur foyer. Puis on était capable de les hacker, d'avoir accès à ces flux vidéo-là. Puis les gens pouvaient aller sur Internet, puis il y avait un flux temps réel d'un bébé qui dort. Bon, c'est quoi la valeur d'avoir un bébé qui dort? C'est cute, mais peut-être que c'est délicat quand même aussi à avoir. Mais c'est quand même des systèmes un peu, je dirais, primitifs en termes informatiques. Parce que si on regarde ça, on est la plupart équipés de ce genre de dispositif-là déjà. Nos téléphones intelligents, on peut se les faire hacker. Qu'est-ce qui dit que notre iPhone, notre Android n'est pas hackable à distance et que le hacker ne peut pas accéder à tous nos courriels? Ça commence à être sensible un peu. Toutes nos activités, c'est quand même très délicat. Mais on a quand même une certaine confiance. Puis je pense que avec des bonnes pratiques en termes de développement informatique, on est capable de mitiger le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais on peut quand même s'ajuster en conséquence. Je pense que c'est la même chose pour le edge computing, pour les objets interconnectés. Puis il y a probablement aussi des bonnes pratiques à développer, et je ne suis pas, moi aussi, en sécurité informatique, donc quelles sont-elles? Les experts peuvent nous le dire, puis ça viendra, mais je pense qu'il faut avoir une certaine confiance, mais il faut peut-être aussi faire attention à ne pas tout mettre, ou quand on voit que cette collection-là d'informations-là sensibles, c'est un beau cocktail dangereux à rendre disponible aux hackers, mais il ne faudrait peut-être pas les mettre disponibles, tout simplement.
Et puis dans un contexte où, en fait, puis je pense que je fais du pouce aussi sur ce que Thierry Badard disait au début de l'activité en mentionnant, je pense que c'est l'iPhone 12 où il y a pratiquement un capteur LiDAR intégré. Donc, on a d'un côté, dans le fond, de l'information qui va être capable de générer de plus en plus de manière importante, stockée dans différents systèmes ou canalisée par le biais de différents systèmes. Mais en parallèle, ça donne presque l'impression aussi que les outils de traitement et d'analyse de données vont devenir aussi eux-mêmes de plus en plus démocratisés et accessibles. Donc, est-ce que la 5G va soutenir un peu une démocratisation de la donnée à la limite? Peut-être j'oblique un peu vers, parce que Thierry, je pense que tu voulais réagir aussi à ce que Christian disait, donc tu peux rebondir sur ce que je dis, sur ce que Christian dit, ou nous amener ailleurs un peu aussi, si tu le souhaites. Oui, ben je rebondis un peu sur ce que Caroline, Christian, puis Simon ont dit un peu aussi, puis il y a un commentaire tout à fait juste de Paul Battista, c'est que les nœuds de edge computing ne seront certainement pas publics, hein, ils seront dans l'intérieur des infrastructures privées. Alors, ça n'empêche pas qu'ils soient hackés, hein, mais là, on passe à un niveau supérieur. Moi, je pense que ça soit pour les entreprises, les organisations gouvernementales, mais aussi le grand public, le maillon faible souvent de la sécurité informatique, hein, outre le fait qu'il y a certains dispositifs IoT là, qui n'étaient pas du tout protégés puis facilement hackables. Et je pense qu'il y a une conscientisation de plus en plus forte autour de ces enjeux de sécurité. Puis le maillon faible, hein, c'est souvent l'humain. Hein, on parle souvent d'ingénierie sociale, hein, ben, c'est exactement ça. Puis je pense que ces problématiques de sécurité là aussi, puis je donne quelle information sur moi là, va passer par une augmentation forte de la littératie numérique qui va être encouragée aussi par le développement de ces systèmes-là. Tu mentionnais effectivement la disponibilité de capteurs, d'applications et autres. Puis on va produire de plus en plus d'informations. Puis les gens, je pense, sont de plus en plus conscientisés. Hein. Puis il y a des choses très claires. Hein. On connaît la fuite de données de Desjardins, là, puis on mesure très bien les conséquences. Ben, les parallèles sont à faire. Puis je pense que tant les compagnies que le milieu universitaire, que monsieur et madame tout le monde, ben, on a upgradé là, en termes de littératie numérique et des enjeux qui sont autour de ça. Puis ça va participer fortement aussi à une augmentation de la sécurité. Peut-être on revient, si je retourne vers d'autres questions, si on revient un peu à un degré de départ, en fait, sur l'effet peut-être disruptif ou la capacité de la 5G à déployer des éléments de potentiel. Donc, quelqu'un qui se demande, dit oui, mais est-ce qu'on parle sur le plan du edge computing, sur le plan des réseaux connectés, est-ce qu'on a quand même capacité de le faire avec la 4G, avec le LTE, ou si nécessairement il va falloir passer par un réseau 5G, voire même selon la quantité de données vers des réseaux 6G. Donc, c'est quoi un peu l'effet concrètement disruptif de la 5G ou l'effet capacitaire de la 5G pour le déploiement des systèmes dont on parle relatifs à l'intelligence artificielle? Moi, je pense, je vais peut-être prendre la prendre ça, mais moi, je pense que c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de clou et de marteau, hein, c'est un peu ça. Je veux dire, il faut frapper le clou avec le bon marteau, là, puis je pense que ces systèmes-là, qu'on parle du système LoRa, qu'on parle de technologie 4G LTE, c'est pas tout le monde qui ira sur le 5G, je pense qu'il faut y aller pour les avantages qu'elle procure. Il y a certaines applications qui vont demander des temps de latence très faibles, qu'on ne peut pas adresser avec du LoRa ou avec du 4G ou du LTE, mais qu'on peut adresser avec du 5G. Mais cette gamme de technologies-là, elle va rester. Puis c'est pas vrai que quand vous allez téléphoner et parler avec vos amis, hein, parce que le téléphone, ça sert au départ à ça, vous allez utiliser la 5G, vous allez être à bien plus basse vitesse. Je veux dire, donc les réseaux vont s'entremêler. Puis dans des applications qui ne nécessitent pas un volume de données et une rapidité importante, les réseaux LoRa sont très bons parce qu'il y a une consommation d'énergie aussi qui est très faible. Alors, le 5G promet a priori des consommations bien moindres aussi que le 4G ou le LTE. Donc, c'est aussi ça hein, qui fait qu'on peut éventuellement migrer d'une technologie à une autre. Ce sont les avancées qu'elle permet. Mais là, on est effectivement dans ce que je disais, de frapper le clou avec le bon marteau, puis de disposer des technologies qui sont les plus adaptées.
Avant de passer la parole à Caroline et Simon, je vais relayer à voix haute le commentaire amené par Paul Battista d'Ericsson, qui est aussi éclairant dans la lumière de la question à laquelle on est en train de répondre. Donc, lui dit que les réseaux 5G vont avoir besoin de l'intelligence artificielle de 3 façons différentes. Dans un premier temps, pour transporter les données requises par l'intelligence artificielle entre l'utilisateur, machine, capteur et l'application dans différents secteurs ou industries pour cas d'utilisation, donc les données qui vont passer par le réseau 5G. Dans un deuxième temps, ils vont pouvoir aussi générer des nouveaux ensembles de données spécifiques à l'exploitation et à la maintenance, donc des nouveaux réseaux 5G, donc les données qui vont provenir du réseau et qui vont être traitées dans le réseau. Et dans un troisième temps, les réseaux 5G vont nécessiter également que l'intelligence artificielle optimise les réseaux eux-mêmes pour s'adapter aux conditions changeantes. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans l'infrastructure 5G, dans les systèmes embarqués. Donc, lui perçoit que ce sont 3 axes d'opportunité pour l'IA et pour le machine learning, pour l'apprentissage automatique et pour les entreprises qui peuvent répondre à ces opportunités. Donc, ça, c'est Paul Battista d'Ericsson qui amenait cette précision que je trouve éclairante et importante. Et je passe maintenant la parole peut-être à Caroline Pernel. Oui. J'ai perdu mon fil de pensée. Mais en fait, il y avait une question juste avant qui était par rapport au coût de la 5G. Mon conjoint s'est acheté l'iPhone 12 en tant que geek. Je vais parler du sapin de Noël. On a aussi la version Apple à la maison. Donc, le coût est le même, en fait, d'avoir accès à la 4G, LTE, à la 5G. Pour l'instant, le coût est le même. Mais par contre, beaucoup d'entreprises sont en train de voir justement comment est-ce qu'ils peuvent récupérer au niveau du développement des coûts des infrastructures en faisant des applications et ainsi de suite. Donc, pour l'utilisateur en tant que tel, pour l'instant, c'est relativement transparent. Après ça, de voir comment est-ce qu'ils vont le mettre en place, c'est d'autres questions. Puis après, pour tout ce qui est en fait la réponse de Paul par rapport à justement l'intelligence artificielle et l'optimisation du réseau, que ce soit en fait d'un point de vue électrique ou d'un point de vue communication, il y a énormément de projets de recherche qui se font pour tout ce qui est l'optimisation du grid en tant que tel. Donc, où vont les charges, où vont la capacité en tant que telle pour pouvoir s'assurer que ce soit le plus optimal possible en fonction des utilisateurs. Donc ça, je pense que définitivement, il y a des beaux projets qui vont arriver, qui vont être mis sur pied en ce moment par rapport à ça. Du coup, j'ai toujours pas retrouvé mon idée, mais c'est pas grave. Le défaut des longues parenthèses, parfois. Je vais passer à Simon. Si jamais vous retrouvez l'idée, Caroline, agitez vos bras devant la caméra et je vais passer immédiatement à vous. Simon, allez. Ouais, moi aussi, il y a eu différentes idées, là, ça m'a donné plein d'idées aussi, mais peut-être pour rebondir sur le dernier point, puis le point de Paul, je suis aussi d'accord là, que il y a beaucoup d'enjeux au niveau de comment on va distribuer la load du computing, quelle information on va échanger entre les devices. Puis ça, c'est vraiment super intéressant. Puis bon, là, en ce moment, on peut faire de la simulation de scénario. C'est pas évident de se positionner parce qu'on n'a pas de données historiques, d'informations qu'on transige sur ce type de réseau-là, mais on peut utiliser les réseaux actuels pour le faire. Puis sinon, pour le point précédent là, de Sylvain, ou en tout cas que vous parliez, là, je trouve ça un bon point, c'est vrai, parce que je pense que c'est sûr qu'il y a de la publicité qui se fait beaucoup autour de tout ça, là, comme une nouvelle merveille, mais en réalité, je veux dire, c'est un service complémentaire. Là. La technologie est très efficace, et comme on le disait, en download, en latence. Mais il faut premièrement qu'on soit à portée de l'antenne. Il faut que la transmission soit bonne où est-ce qu'on est. Donc, c'est complémentaire au service qu'on a. On met pas, lorsqu'on n'aura pas la 5G, on va fallbacker sur la 4G ou le LTE. Puis, c'est pas si mauvais non plus. Mais fait que ça, c'est au niveau des specs, c'est très intéressant en download puis en latence. Puis ensuite, ce qui est vraiment super, je pense, c'est vraiment toute l'infrastructure qui vient avec ça. C'est ça qu'on parle, puis c'est surtout pour l'IA. C'est le fait qu'on ait le Edge et le cloud. Puis dans le fond, si on est capable de s'organiser correctement, puis c'est là que devient les opportunités au niveau software et au niveau IA, organiser ces couches-là qui viennent d'apparaître au niveau du Edge. Là, c'est là que ça devient intéressant. Puis je pense que c'est surtout ça la nouveauté. C'est pas. Il y a l'aspect communication plus performante, mais il y a aussi vraiment l'aspect au niveau de l'architecture Edge et Cloud. Là, c'est vraiment ça qui devient intéressant avec l'offre 5G. Oui, puis ça nous ramène presque un peu à des éléments qu'on disait d'entrée de jeu, où vous parliez, dans le fond, de l'importance pour ces différentes couches d'information, les différents appareils, les différents systèmes,
d'être capable de communiquer entre eux. J'imagine que l'analyse de données, que le forage va devenir un enjeu aussi pour réussir à rendre interopérables ces systèmes-là, à pouvoir mettre en commun cette expertise-là. Parce que si on n'est pas capable de faire cette mise en commun, mais j'imagine qu'on ne peut pas non plus aller jusqu'au bout du potentiel que va nous offrir la 5G. Alexandre, Christian, Caroline. Christian? Moi, je vais peut-être perturber la discussion. Là. Je vais faire une analogie un peu à côté. C'est de dire que dans le fond, on développe une infrastructure. Puis la 5G, moi, je trouve ça passablement inintéressant si la 5G, c'est seulement pour pouvoir écouter des vidéos Netflix, YouTube dans l'autobus. Tu sais, on s'entend d'avoir de la bande passante pour de la bande passante. Bon, OK, c'est un intérêt, mais je ne pense pas qu'on devrait, comme société, investir massivement pour ça. Ce que ça devient intéressant, c'est quand on est en mesure, justement, puis tout ce qu'on a discuté est un peu dans cette hypothèse-là, que plein de petits dispositifs dans l'infrastructure sont disponibles et ont un accès. Puis on s'entend qu'on ne paiera pas un abonnement régulier d'un téléphone cellulaire pour avoir un dispositif embarqué. Il va y avoir toute une façon de tarifer ça, une façon d'organiser ça selon la consommation. Ça, je pense que c'est à développer, puis je suis certain, parce que je ne suis pas dans la boucle, là, que les compagnies y réfléchissent. Mais la 5G, en général, vise à faciliter ça. Puis là, l'intérêt de ça, moi, je le vois en analogie en disant qu'on développe une super belle plateforme qui peut permettre de développement de dispositifs matériels, mais ce qu'il faut viser, c'est de viser une question d'avoir une plateforme générique, relativement indépendante, qui permet le développement de différentes applications. Puis pour faire un lien avec ça, c'est Apple avec l'iPhone. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, là, il faut être un peu plus vieux, là, mais il y a 15 ans, quand ça commençait à sortir, jusqu'à l'iPhone 3, c'était des applications de Apple qui roulaient vraiment. C'était fixé dans le béton. On avait pour voir ses courriels, pour naviguer. Là où ça a explosé, c'est lorsque Apple s'est ouvert, s'est dit aux tiers, OK, voici la plateforme et vous développez des applications logicielles de toute nature. C'est là que les gens se sont mis à être créatifs, à développer plein de choses super intéressantes. C'est là que les téléphones intelligents ont vraiment pris de la place, les gens ont vu l'intérêt. Je pense que de façon analogique, il y a plusieurs choses qui ne marchent pas dans ce que je dis par rapport à 5G, mais il y a plusieurs choses qui marchent, à savoir d'avoir cette espèce d'environnement-là, où là, ça sera aux entrepreneurs d'être créatifs, puis dans un contexte bien cadré, bien sûr en protégeant la vie privée, de développer ces applications-là, d'être en mesure de s'intégrer dans cette infrastructure-là qui permet une possibilité, là, on en a effleuré certaines, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Puis l'IA, ben, c'est le facilitant, c'est l'outil qui va donner le plus pour pouvoir le faire des choses qu'on ne faisait pas avant, mais maintenant, on peut le faire avec ça. Et comme le temps file, en fait, avant de tomber peut-être dans les mots de la fin, je laisserai la parole à Caroline Pernel pour rebondir sur ce que Christian vient de dire. Tout à fait. Et puis moi, je pense que là, c'est pour la peine, je suis tout à fait d'accord avec Christian, qu'il faut s'assurer qu'au niveau de la fracture numérique, on n'est pas en train de continuer à creuser le fossé. Et ça, je pense que les gouvernements ont une grande place à prendre pour s'assurer que tout le monde, au Canada, même au fin fond du pôle Nord et de la baie Saint-James, tout le monde puisse avoir accès à la 5G d'une façon. Parce que ça va vraiment permettre de empower. Excusez-moi pour le terme en anglais, mais j'ai absolument pas le terme en français, empower vraiment les communautés de façon à pouvoir s'assurer que cette technologie-là et finalement l'information qu'elle peut permettre de transiger va être accessible. Et ça, c'est mon message aujourd'hui. S'il y en a un qui a à retenir, c'est s'assurer que on parle de 3G, 4G ou 5G, mais particulièrement parce qu'on est en train de redéfinir des nouvelles infrastructures et de les mettre en place aujourd'hui, tout le monde puisse y avoir accès. Alors, je considère que c'était votre mot de la fin, Caroline Pernel. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Caroline Pernel. Donc, je le rappelle, stratège intelligence artificielle chez CAE, également conférencière et conseillère. On fait la tournée, justement, peut-être de mots de la fin un peu. Caroline a mis de la table, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que vous aimeriez que les participants gardent, particulièrement des échanges, des réflexions qu'on a menées ce matin? Alors, on poursuit peut-être du côté d'Alexandre Vallière, donc, qui est, je le rappelle, directeur en intelligence artificielle appliquée chez Bentley Systems. Alors, j'espère que les auditeurs vont retenir un monde d'opportunités, aussi la capacité d'amener l'intelligence partout dans la chaîne de création de valeur, création de nouveaux modèles d'affaires également. Puis les aspects collaboratifs, sécurité, tout ça, qu'on a aussi effleuré, mais ça va être des choses qui vont devenir de plus en plus importantes aussi en allant de l'avant. Voilà, ma lumière a dit que c'était terminé pour moi. Alors, on poursuit avec Thierry Badard, qui, je le rappelle, est directeur du Centre de recherche en intelligence et données géospatiales à l'Université Laval. Oui, je ferai peut-être un peu du pouce sur ce qu'ont dit mes collègues. Là. Puis,
puis refaire du pouce sur un peu ce qu'avait introduit Christian au tout début de l'événement, là, en disant que nous, on s'intéresse beaucoup aux données du monde réel, là, du monde physique. Là. Puis je pense que c'est une approche tout à fait gagnante. Là. On a donné des cas d'utilisation concrets. Là. Puis je pense que la 5G, c'est à prendre une bouchée à la fois. Là, puis, et puis je pense qu'il y a un réseau d'acteurs là, présents autour de cette table-là qui est là aussi pour accompagner avec le support d'Encore. Puis je pense que c'est là que ça va se développer, ces applications innovantes dont parlait Christian, là, en faisant un parallèle sur l'écosystème Apple. Là. Donc, je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est la meilleure place aussi pour construire ces projets-là en tenant compte de ces aspects éthiques et d'utilisation responsable de la donnée. Merci beaucoup, Thierry. On poursuit avec Simon Allais, qui est leader scientifique et gestionnaire de portefeuille de recherche chez Thales Digital Solutions. Ouais, moi aussi, je vais peut-être y aller avec un message d'espoir, ou en tout cas, un peu comme rebondir avec les autres sur l'espoir que les gens ne seront pas effrayés par l'utilisation de la 5G, puis que, dans le fond, il va y avoir un engouement, surtout au niveau des organisations, vraiment des écosystèmes qu'on peut créer, je pense, à travers Encore, là, qui est vraiment des plus grosses organisations comme la nôtre, les académiques, l'Université Laval et tout le tralala, puis des startups surtout, qui vont être prêts à essayer de pousser des nouveaux devices à connecter sur la 5G, des nouvelles... puis à partir du moment qu'on va être capable de mettre en commun différents projets, différentes organisations, prouver que tout le monde peut y gagner à partager son information, ses modèles, ses services, ça va donner le goût aux autres. Puis là, ces concepts de marketplace-là devraient émerger éventuellement. Mais il faut qu'on emboîte le pas d'une façon ou d'une autre. Fait que ça va prendre des étincelles, puis en espérant que ça va venir. Merci beaucoup, Simon Allais. Et pour terminer, donc, Christian Gagné, qui est directeur de l'Institut Intelligence et Données, l'ID, à l'Université Laval. Oui, moi, je pense qu'on est dans une belle période, une période super intéressante, super stimulante, du moins, comme quelqu'un en haute technologie, comme je suis, comme tout le monde est ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup à faire, contrairement, comme à l'IA plus standard, basé sur le numérique classique. Il y a des géants. Bon, on peut faire des trucs très intéressants, assez nichés, il y a des choses à faire, mais je pense que dans l'IA plus dans le monde physique, il y a beaucoup à faire. Puis, au Québec, on est fort de nos PME. On a quand même des petites organisations, des moyennes organisations. Puis je pense que cette richesse-là, l'expertise qu'on a localement dans le Québec, à Montréal, à Québec et ailleurs, en IA, en technologie de l'information du numérique, je pense qu'elle est présente. Puis je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire, puis ça peut vraiment être bon. Puis là, on est en période de confinement, c'est un peu plus difficile, mais on va avoir... dans un an d'ici, on va être sur une lancée. Là, on va redémarrer l'économie. Elle n'a pas arrêté complètement, mais elle a été, disons, un peu amochée. Mais donc, on va redémarrer l'économie, ça va aller mieux. Je pense que c'est peut-être le temps de développer des choses. Puis nous, à l'Institut ID, à l'Institut Intelligence et Données, on regarde, là, on dit qu'on veut faire des projets structurants, des projets de R&D collaboratifs avec des entreprises qui seraient prêtes à aller alimenter à la fois la recherche universitaire, mais avec une application qui peut être concrète, qui peut alimenter. Donc, on est ouvert à ça, puis je pense qu'il y aura des beaux projets qui risquent d'émerger d'ici 1 an, 2 ans autour des idées qu'on a eues aujourd'hui, parce qu'il y a eu des idées, qu'il y a du concret, il y a du moyen terme, puis il y a du long terme. Puis à l'université, on regarde beaucoup le long terme, puis je pense que c'est là qu'on peut faire des coups de circuit éventuellement. Et avoir du fun. Merci. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Christian. Alors, je rappelle en fait merci à nos 5 panélistes, donc Christian Gagné, Alexandre Vallière, Caroline Pernel, Simon Allais, Thierry Badard. Merci également à Marc-André Normandin. Je rappelle que ce webinaire, donc l'IA et la 5G, un potentiel à exploiter, était une présentation de Encore 5G, de Prompt, de l'ADRIC RCTI et de l'Institut Intelligence et Données ID de l'Université Laval, avec la collaboration de Bentley Systems, CAE et Thales Digital Solutions. Merci à vous tous et toutes d'avoir été plus de 150 à être présents ce matin pour entendre parler d'intelligence artificielle et de 5G. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, on peut vous rediriger vers id.ulaval.ca, donc le site de l'Institut Intelligence et Données. Sur la 5G, bien évidemment, on vous redirige vers encore.ca et on vous invite également, si vous avez des projets, des idées, des éléments que vous souhaiteriez explorer en lien avec Encore, en lien avec la 5G, à prendre contact avec Marc-André Normandin,
qui est dédié au programme Encore et à venir, à profiter du site d'innovation de Québec et évidemment du site d'innovation de Montréal également. Alors, merci à vous tous et toutes. Passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.